Respect. 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 Oh putain. Oh, il est là pour de bon. Oh, il est là pour de bon. Comment tu vas, Karim? Ça va, ça va. Content? Merci, je suis trop content. Moi aussi, c'est réciproque. Je suis trop content. C'est réciproque. Respect. 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 Nouveau numéro du podcast Respect, avec encore quelqu'un de spécial, avec encore quelqu'un que j'apprécie particulièrement pour maintes et maintes raisons, on va en parler. Je suis ravi qu'il soit là, un parcours incroyable, une énergie incroyable, une verve incroyable. Karim Zeribi, premier fan du PSG, comment vas-tu? Tu commences mal, mon frère. Ça va quand même. Je suis très content d'être avec toi. Je suis ravi. Alors, comme je le disais, hein, j'invite que des gens que je respecte, forcément en tant qu'individu, mais la trajectoire, la personnalité, et t'en fais partie. Alors, tu fais partie de ces gens, quand on a dit à Karim Zeribi, je peux venir, on n'a pas pu dire oui à tout le monde, mais il y en a qui sont là. Et donc, ton parcours, on le connaît, on le voit, et on est ravis de te voir. Tu nous parles de Karim Zeribi avant, tout ce qui est cellule familiale, Karim Zeribi enfant, un peu ton parcours au début? Ouais, rapidement. Karim Zeribi enfant, c'est un enfant chanceux, entouré d'amour, d'attention. Le premier enfant de mes parents. Je suis l'aîné d'un frère et d'une sœur. Et le premier petit-fils de mes grands-parents. Et cette dimension-là, elle est fondamentale pour moi parce que le rôle de mes grands-parents est crucial dans ma vie et dans l'homme que je suis devenu, quoi. Donc une enfance dans le sud de la France, évidemment, avec l'accent que j'ai, je ne viens pas du nord. Très ancré sur mon territoire. Je suis né à Avignon et puis ma mère étant de Marseille, donc on a migré souvent sur Marseille. Et puis moi, je suis marseillais puisque je suis installé à Marseille avec ma famille. Je suis père de famille, j'ai 4 enfants. J'ai commencé très tôt, parce que mon premier fils, j'ai eu à 22 ans et demi. Et puis ensuite, les 3 autres sont arrivés derrière. Une jeunesse, j'allais dire, assez banale. Hein. Mon rêve de devenir footballeur. J'ai fait centre de formation, sport-études. À l'OM? Non, on n'est jamais prophète en son pays, tu le sais, mon frère. Donc, je suis parti à Rouen, en Normandie d'abord, dans le froid, à 15 ans, en centre de formation. Puis ensuite, j'ai été sollicité par Laval, qui était une belle école de formation à l'époque. Les anciens reconnaîtront, les jeunes. Il y avait une grande équipe à l'époque. Hein. Très grande équipe. Ouais. Je jouais la Coupe d'Europe et tout. Donc, j'ai signé 3 ans là-bas, stagiaire pro. Vous avez des maillots noirs et orange, non? Exactement. On voit le spécialiste du Ah foot, non, mais même. attends. Donc, tango et noir. Ouais. Et ensuite, c'est une blessure. J'ai eu une pubalgie, la blessure du footballeur qui m'a éloigné des terrains. Mais t'étais prédestiné à un grand avenir, selon toi, ou... Grand avenir, on ne sait jamais, tu sais, un grand avenir, tout T'avais ça le est très potentiel. aléatoire. Hein. C'est la vie, c'est une affaire de rencontre. Si tu as un coach qui te fait confiance, s'il y a des matchs décisifs, ta carrière, elle peut partir très vite. Et puis après, tu peux devenir un joueur banal de Ligue 1 et faire une carrière très honorable. Je ne sais pas ce que j'aurais fait si je n'avais pas été blessé. En tout cas, c'était ma passion. Et c'est mon école de la vie, c'est le sport. Moi, je suis autodidacte. Parce que aux grandes dames de mon père, je n'ai pas voulu passer mon bac. Parce que c'était à l'époque où Laval me demandait. Ah ouais. Je ne suis pas allé passer mon bac. J'avais eu 17 au bac blanc en éco et en droit. Et quand j'ai dit à mon père, je vais reprendre l'entraînement avec les pros, donc je suis désolé, je n'irai pas passer les épreuves du bac qui étaient au mois de juin. Et mon père était malade parce que dans ma famille, c'est très important. L'école. Moi, j'ai un grand-père qui savait lire, écrire, qui lisait Le Monde, Canard enchaîné, qui regardait l'actualité. Un grand-père. Donc, t'imagines? Alors que beaucoup de gens de nos origines ont eu des grands-parents qui souvent étaient illettrés, qui avaient du mal avec la langue, la lecture et autres. Donc, moi, j'ai grandi dans cet esprit-là. Mon grand-père était délégué syndical, syndicaliste et autres. C'est pour ça que je dis souvent, on va y venir peut-être, que j'ai aucun mérite à mener des combats au nom de convictions, au nom de valeurs, au nom de principes. Aucun mérite. Honnêtement, je ne dis pas ça par force Santori, parce que je suis né là-dedans. Ah oui, mais ça quand tu es né là-dedans, c'est plus facile. Tu peux naître dans une équipe de footeux et pas être footeux. Certes, mais quand même, quand
tout petit, dans ton ADN, on t'inculque la justice sociale, la lutte contre les inégalités, la valeur travail, la reconnaissance, la non-discrimination, ne pas définir quelqu'un par son origine, sa religion. Parce que ce que j'ai oublié de te dire, c'est que moi, ma maman est issue d'un mariage mixte. C'est-à-dire que j'ai une grand-mère, moi, qui est provençale, qui s'appelle Hélène. Et la mère de mon père s'appelle Fatima. C'est-à-dire, moi, je suis à 75% d'origine algérienne et 25%, j'ai du sang de Hélène. Et je ne la renierai jamais, Hélène. C'est ma grand-mère. Elle est morte à 95 ans. C'est l'amour de ma vie avec Fatima. C'était mes deux grand-mères. C'est pour ça que je disais, mes deux grand-mères ont un rôle crucial dans ma vie. Crucial. Une musulmane, l'autre catho. Jamais entendu un mot plus haut que l'autre de Fatima sur Hélène, d'Hélène sur Fatima. C'est ça que moi, la laïcité, je suis né dedans, quoi. J'arrive pas à comprendre tous les débats qu'on a aujourd'hui. Les quiproquos, la radicalisation identitaire de certains. Quand je dis de certains, je parle aujourd'hui de gens qui sont prétendument des éditorialistes, des intellectuels, voire des politiques, et qui sont en crise identitaire, non pas en crise identitaire en lien avec leurs origines, mais qui donnent une mauvaise identité de la France, qui sont à côté de la plaque. Tu penses que c'est dû à quoi, ça, cette libéralisation de la parole, dans ce sens-là, où l'idée, c'est justement de donner une mauvaise image de la France ? Je pense qu'il y a effectivement une forme de parole qui est décomplexée, qui, de mon point de vue, est souvent anti-républicaine. On ne le pointe pas assez. Sous prétexte de défendre la France, ses valeurs, son histoire. En réalité, tout ça est faux. Pour moi, c'est une escroquerie intellectuelle. Souvent, ils parlent d'une France qui n'a jamais existé. Ils sont nostalgiques d'une identité qu'ils ont créée, qui est fantasmée. L'identité de la France, elle est très simple, mon frérot. Donc à partir de 1789 le combat pour la Révolution française et ensuite tout ce qui a suivi derrière, c'est la possibilité d'être un citoyen français d'où que tu viennes, sans te définir ni par tes origines, ni par ta religion, ni par ta couleur de peau. Si tu n'es pas fidèle à ça, tu n'es pas fidèle aux valeurs françaises et à la France. Pourquoi c'est pas ce qu'on entend alors ? Parce que, encore une fois, je pense que c'est un prétexte qui est utilisé pour combattre autre chose. Mais qui ne peut pas être dit. Je te donne un exemple. Certains indiquent vouloir combattre l'islamisme. En soi, qui est pour l'islamisme? Qui est pour le terrorisme qu'il engendre? Personne. Et notamment les musulmans qui sont les premières victimes du terrorisme. Pour autant, leur combat, de mon point de vue, n'est pas toujours sincère. Je ne parle pas de tout le monde. Je parle de ceux qui souvent prennent la parole et sont des relais d'opinion. Ils mènent un combat contre l'islam. Mais sous couvert de ce combat contre l'islam, qui ne serait pas acceptable de le dire ouvertement, ils prétendent mener un combat contre l'islamisme. Or, l'islamisme, les musulmans eux-mêmes sont les premiers à le combattre, parce qu'ils sont les premières victimes de ce détournement de la religion. Mais jamais ils ne font la différence. Aujourd'hui, on a un débat politique qui n'est plus fait de nuances, qui n'est plus fait de discernement. On est dans la politique des raccourcis. C'est ça le drame de la France aujourd'hui, c'est les raccourcis. Or, si tu veux cibler un problème, si tu veux lutter contre un problème, il faut bien le pointer. Il ne faut pas se tromper de cible. Or, aujourd'hui, moi j'ai l'impression que volontairement on se trompe de cible. Et ça, c'est ressenti, et c'est vécu comme une injustice. Et on ne peut pas faire cohésion nationale avec cette approche-là. Ils sont à côté du sujet, quoi. Ouais. Je veux dire, moi je suis profondément attristé de voir la faiblesse intellectuelle du débat dans notre pays aujourd'hui. Je veux dire, la rentrée scolaire, elle s'est faite sur une robe ample qu'on appelle la baya. Non, mais je ne sais pas si tu t'imagines. Il manque 3100 profs à la rentrée scolaire en France. Il y a 850 000 gamins qui sont victimes de harcèlement scolaire, dont malheureusement quelques-uns se suicident. 160 000 enfants dans notre pays victimes d'inceste, pour avoir des cellules d'écoute à l'école, pour déceler ce problème qui est gravissime. On a 15% des gamins qui arrivent en 6e qui ne savent pas lire et écrire. Et on va parler de 298 filles qui ont une robe un peu ample qu'on appelle abaya, en les faisant passer pour le bras armé du terrorisme. Non, mais c'est pas sérieux. Pour un grand pays comme le nôtre, quand on aime la France, on ne peut pas tomber dans une forme d'instrumentalisation de ce type. Je trouve que c'est pas rendre service à son pays. Et moi, je suis français, je suis fier d'être français, je suis fier de mes origines algériennes. Donc tout ça, je le dis sans phare, avec conviction, avec détermination, parce qu'encore une fois, moi, je veux que nous vivions ensemble. Mon rêve, c'est que la République soit effective et pas une promesse. Au quotidien, pour tous et partout, dans tous les territoires. C'est peut-être pas le souhait de tout le monde. Non, mais parce qu'encore une fois, certains ont une vision de la France qui est une vision, je dirais, ils mènent un combat, encore une fois, qui est pour moi désuet, qui est dépassé. Ceux qui te disent la France, la racine chrétienne, mais
C'est pas un sujet, bien sûr, que la France est racine chrétienne. Puis on ne va pas nier les racines chrétiennes de la France. Est-ce que pour autant, ça nous empêche de constater et de considérer avec respect qu'il y a une communauté musulmane qui ne veut pas renier et revenir sur cette histoire de France, qui ne veut pas mettre à mal les principes de laïcité, qui est la séparation du politique avec le religieux, mais qui est aussi la liberté de croire ou de ne pas croire. Acceptez-le, de croire ou de ne pas croire, et de croire en la religion que l'on souhaite, et dans l'espace public de s'habiller comme on le veut. Je veux dire, dans les pays anglo-saxons, il n'y a pas de problème. Zéro. Ce ne sont pas des terres musulmanes. Zéro. Donc chez nous, je veux dire, d'un sujet qui devrait être accessoire, on en fait un problème essentiel. Et donc, du coup, on passe à côté du traitement profond des vrais sujets de la société française. La pauvreté qui gagne du terrain. Le mal-être de ces quartiers qui étaient populaires et qui sont devenus sensibles. Nous avons grandi dans les quartiers populaires. C'est vrai. Il n'y avait pas ce qui se passe aujourd'hui. C'est vrai. Je veux dire, on a grandi, il y a des gens d'origine différente, il y avait une osmose, il y avait une belle atmosphère, les papas se levaient, allaient bosser, c'était des ouvriers, des gens modestes, on avait une éducation, on avait le sport, on a grandi avec des gens d'origine italienne, espagnole, portugaise, on ne se demandait pas, tu es de quelle religion? C'est quand on était des potes. Mais j'en parlais précédemment avec un autre invité. J'ai l'impression qu'à partir du moment où on a voulu dire aux gens comment vivre ensemble, c'était plus possible de vivre ensemble. Parce que par défaut, on vivait ensemble. On ne se demandait pas, tiens Louis, t'es quelle origine toi? Ouais, non. Ouais, non. On s'en foutait. Moi, j'ai un meilleur ami avec qui j'ai grandi, et je vois toujours qui était juif, et qui est toujours juif, espagnol, turc. On ne se posait pas. Et le vivre ensemble était par défaut. C'était normal. On ne se posait pas la question. À partir du moment où on a commencé à se poser la question du vivre ensemble, je trouve que ça a divisé un peu les gens. Ouais, mais cette question, elle a été posée parce que les politiques, à un moment donné, qui vivent un peu, j'allais dire, leur élection comme un marché, c'est un marché électoral, ont catégorisé les gens. Et en les catégorisant, tu les enfermes. Or, la République, ce n'est pas un concept qui est étriqué, c'est un concept qui est ouvert sur l'universel. Par définition, les valeurs de la France, qui sont des valeurs fantastiques que je défendrai toujours, moi que j'ai chevillé au corps, liberté, égalité, fraternité. Est-ce que ce concept-là, normalement, il doit être enfermé? C'est pas possible. Si tu l'enfermes, c'est que tu n'es plus fidèle à la promesse républicaine française. Or, quand on te dit la France, moi j'aimerais rajouter la France républicaine. Est-ce que c'est ça que vous voulez défendre? Ou c'est une France autre, qui n'existe pas, que vous aimeriez inventer? Le sujet, il est là en réalité. Et donc, du coup, pour mener ce combat-là, ils vont chercher des segments électoraux et ils vont les monter les uns contre les autres. Et donc là, on en arrive au déterminisme. Oui, mais ceux-là, on ne peut pas les intégrer. Pas ce problème. Ça fait des décennies qu'on est dans la société française. Mais on décrète qu'à un moment donné, à la 4e génération, on ne peut pas t'intégrer. On marche sur la tête. C'est pas sérieux. Et à côté de ça, il y a des gens qui se lèvent le matin, ils ne savent même plus pourquoi ils se lèvent, tellement les salaires sont bas. Ouais. À côté de ça, tu as une France qui ne produit plus rien sur son sol, qui perd du terrain, qui se déclasse. À côté de ça, tu as une France qui n'est plus accueillie en Afrique parce qu'elle arrive avec arrogance, alors qu'elle devrait servir de sa diaspora, franco-algérienne pour l'Algérie, franco-tunisienne pour la Tunisie, franco-marocaine pour le Maroc, franco-africaine subsaharienne pour le reste. Non, elle ne se sert pas de cette diaspora. Cette diaspora, on ne l'a jamais considérée. On parle toujours des trains qui arrivent en retard, mais jamais des trains qui arrivent à l'heure. Or, dans cette diaspora franco-africaine, pour aller vite, au sens large, mais il y a des réussites fantastiques. Oh, je sais. Tu en as fait partie, parce qu'à un moment donné, tu as fait rayonner la France sur le plan artistique, mais et sur le plan culturel, sur le plan sportif, sur le plan de la recherche, sur le plan économique. Mais pourquoi on ne parle pas de ces gens-là? Moi, je me pose la question. Pourquoi à nos gamins qui grandissent, on ne leur dit pas « ton modèle, ça doit être lui ». Et on isole le délinquant, je ne dis pas qu'on n'en parle pas, on le combat. L'intégriste, on le combat, il n'y a pas de problème, il faut les combattre. Mais l'immense majorité n'étant pas cela, pourquoi nous n'en parlons pas? C'est une vraie question à laquelle personne ne te répond. Tu sais, c'est tellement évident que c'est presque caricatural en fait. C'est vrai, hein, c'est tellement présenté comme ça, tu te dis mais c'est une grande mascarade en fait. C'est une pièce de théâtre, ça va s'arrêter à un moment donné. On va revenir sur ça. Donc, centre de formation, footeux, blessé. Qu'est-ce qui se passe après ça?
Mais après, T'as quel âge déjà quand tu te blesses? 21 ans. Ah ouais, quand même. Donc, mon épouse est enceinte, j'ai un enfant à 22 ans, mon fils aîné, Ryan, et j'ai le sens des responsabilités, parce que j'ai été élevé comme ça, il faut aller bosser. Donc, je rentre à la SNCF à Marseille en tant qu'agent commercial, et il faut ramener une paye à la maison, parce qu'il faut assumer la famille que tu as commencé à constituer. Et puis ensuite, bon an, mal an, avec la conscience que je t'évoquais tout à l'heure, une conscience politique au sens noble du terme, qui est ancrée dans la famille, je vois bien que dans les quartiers dans lesquels on a grandi, les choses vont mal. Et donc j'ai un ami d'enfance qui s'appelle Philippe, d'origine sicilienne. Je le sollicite et je lui dis, Philippe, tu ne voudrais pas qu'on s'investisse un peu dans les quartiers, on y revient, et puis on va parler à ces gamins d'éducation, de réussite, d'entreprise, de sport. Et Philippe me dit, ouais, ok, pourquoi pas. Et là, on retrouve une équipe de copains avec lesquels on a grandi, et on crée une structure dans les quartiers populaires, et on va porter cette bonne parole tout en bossant à côté, en tant que bénévole, et on commence à militer. Et ma vie a basculé à cette époque-là, parce que le ministre de l'Intérieur de l'époque, Jean-Pierre Chevènement, qui était dans le gouvernement de Jospin, c'était 97, gauche plurielle, me remarque, parce qu'on faisait quand même pas mal d'actions, ça faisait du bruit, il y avait un écho et tout. Et il me propose de devenir son conseiller Place Beauvau. Ma vie a basculé. Moi, le cheminot à l'époque, qui était à Marseille, avec des potes, qui menait des actions bénévoles, et remarqué par le ministre de l'Intérieur, un personnage de l'État très impressionnant. J'ai beaucoup de respect pour Chevènement, parce qu'on parlait de faiblesse intellectuelle du politique. C'est un homme éminemment brillant, intellectuellement, qui a toujours été proche du monde arabe sur le plan diplomatique, un peu dans une posture un peu gaulienne, tu sais, et j'ai toujours été sensible à ça. Et quand il m'a sollicité, j'ai été honoré d'abord dans un premier temps, et quand il m'a proposé de rentrer à son cabinet, j'ai dit, banco, on y va, quoi. On y va sans complexe, comme on n'en a jamais eu, donc il n'était pas question d'en avoir. Tu rentres dans son cabinet en tant que conseiller du ministre. D'accord. Donc, tu rentres en grande pompe quand même. Je rentre en grande pompe, conseiller du ministre, et là, ma vie bascule, parce que je sors effectivement de mon sud natal, j'arrive à Paris, place Beauvau, traitant des dossiers nationaux, je participe aux réunions interministérielles, donc j'apprends le fonctionnement de l'État, si tu veux. Tu vas en toute décontraction ou tu es un peu impressionné par la fonction quand même? Non, je ne suis pas impressionné, honnêtement, je ne veux pas te mentir. Parce que c'est pas ton milieu. C'est pas mon milieu, mais j'avais tellement envie de faire bouger les choses. D'accord. Que je n'étais pas complexé. Je me suis dit, il me donne la possibilité éventuellement de faire passer mes idées, de convaincre, de peser un peu sur le destin, sur certains sujets du pays. Je vais y aller et je vais dire ce que j'ai à dire, je ferai les notes que j'ai à faire, j'irai sur le terrain, rencontrer les acteurs. Et j'ai passé 2 ans fantastiques. Une école de la vie, mais magnifique. Ça vaut 10 ans d'école. 10 ans d'école. On est en quelle année là? On est en 98, c'est 98-2000, et Chevènement démissionne après, parce que c'est quand même le spécialiste des démissions dans les gouvernements, il a démissionné 3 fois. Quand il n'est pas d'accord, c'est lui qui a dit, un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne. Et donc, il était en désaccord avec Jospin sur un sujet, il est sorti, il a démissionné, il m'a dit, si tu veux, tu peux rester avec mon successeur. Comme c'était toujours la gauche au pouvoir. Et je n'ai pas voulu, par fidélité pour l'homme qui m'avait nommé. Je lui ai dit non, donc je suis parti. Et je suis retourné à la SNCF, conseiller du président du coup, parce que être conseiller du ministre, ça te donne une promotion. Et Louis Gallois, homme fantastique, m'a nommé conseiller du président de la SNCF. Et je l'ai accompagné dans une politique pour que la SNCF recrute des profils à l'image de la France que nous sommes. Donc ça veut dire des cheminotes et des cheminots issus des quartiers et autres. Et là, pareil, on a mis en place une grande politique dans les banlieues pour recruter des contrôleurs, des conducteurs de train, des agents de guichet. On a recruté 5600 personnes en 2 ans, donc, qui sont devenus cheminots, qui avaient une fiche de paie à la fin du mois, un CDI. Tu vois, ce que je suis en train de te dire là, quand je devrais faire un peu le bilan à la fin, ma fierté, elle est là. C'est de dire, quand tu passes quelque part, il faut être utile. Tu passes pas pour une carte de visite. S'en fout de la carte de visite. Tout le monde va l'oublier. En revanche, quand tu passes quelque part, quand tu dis en 2 ans, il y a plus de 5000 personnes qui ont trouvé un emploi, qui ont une fiche de paye, qui ont pu avoir un projet, se mettre en couple, acheter un appartement, faire un crédit, trouver leur place dans la société, ne pas être regardés comme l'étranger, parce que ce sont des Français à part entière et non entièrement à part. Partout où tu passes, tu dis, j'ai un peu œuvré à ça avec beaucoup d'humilité, tu dis c'est pas mal. L'engagement, c'est pas mal.
Donc tu es conseiller du président de la SNCF pendant combien de temps? Alors, je suis resté 4 ans conseiller du président de la SNCF. Puis ensuite, je suis parti, j'ai été sollicité par une boîte qui est dans le logement au plan national. Et j'ai été directeur des relations institutionnelles de la communication. Et parallèlement à ça, je me suis engagé à Marseille en politique. Donc, Ouais, d'accord. parallèlement à ça, parallèlement au boulot, je me suis engagé à Marseille en politique. Et moi, je suis d'origine algérienne, de Kabylie. La grande ou la petite? La petite, Où ça? Béjaïa. Béjaïa même. Ouais. Béjaïa D'accord. même. Ma grand-mère, du côté de mon père, est née à Akbou. Mais on a. Ah, bon, on a ouais, ouais. d'accord. Ouais. Oh, on est du même coin. Ah ouais, toi aussi? Ouais, ouais. Ouais, c'est Wow. magnifique. Il faut pas le dire fort, mais les Kabyles, ils sont partout. Si tu dis ça, il y en a qui vont me péter les plombs. Les Bilka, ils sont partout. Ouais, et puis en plus, quand on le dit, c'est pas par ostracisme pour les autres, mais c'est vrai que quand tu regardes, C'est pas réalisme. c'est pas réalisme. C'est un principe de réalité, comme dirait l'autre. Ouais, donc du coup, je me suis présenté à Marseille sans étiquette. Ah ouais, j'allais te poser la Les question. Kabyles, les Amazirs, c'est des hommes libres, non? Donc, Exactement, mais c'est ça, c'est l'étymologie, c'est j'avais ça. pas envie d'être enfermé. Et donc, je me suis présenté sur une quête que j'avais inventée, la Nouvelle Gauche. Et j'ai fait un très gros score qui a interpellé Gaudin à l'époque, le maire de Marseille, et Guérini. Et ils m'ont un peu fait la cour pour les rejoindre. En tant qu'homme de gauche, de par les valeurs familiales qui m'ont été inculquées, je suis allé plutôt du côté de la gauche. J'ai été porte-parole pendant la campagne municipale. Et puis ensuite, je suis devenu parlementaire européen, donc, parce que j'étais candidat sur la liste aux européennes. Donc un parcours, j'allais dire, un peu politique, un peu hors norme, parce que beaucoup attendent des années. Et moi, j'ai eu une ascension quand même très, très fulgurante. Ça se passe en combien de temps tout ça? Ça s'est passé, Marseille, je me lance en 2007, et je suis devenu parlementaire en 2009. Et je deviens président de la régie des transports de Marseille, toi qui connais les stacks. Ouais. Pour ceux qui nous écoutent, la RATP a une entreprise à Marseille qui s'appelle la RTM, la régie des transports de Marseille. 3400 salariés. J'ai été président pendant 6 ans de la RTM, tout en étant député européen. Donc si tu veux, en fait, moi, j'ai de la chance dans la vie, quoi. Après, il faut bosser, c'est vrai. Ça s'est arrêté comment ton aventure politique? Alors après, on m'a cherché un peu des noises, donc, parce que quand je suis devenu parlementaire européen et que j'étais président de la RTM, je faisais beaucoup de bruit, et un peu par erreur de jeunesse, j'ai déclaré que je voulais être maire de Marseille. Et quand j'ai déclaré ça, ils ont tous sorti les calaches, et ils ont dit il faut la battre. Et donc, lettre anonyme au parquet, les éribis, il faut aller regarder dans son ancienne vie les associations qu'il avait, il a utilisé ça pour son ascension politique. Enfin, ils m'ont cherché des brouilles. J'ai dit, vous me cherchez des brouilles, je sors de la politique, je vais faire autre chose. Je ne suis pas comme vous faites de la politique toute votre vie parce que vous ne savez pas faire autre chose à côté. Je quitte la politique. J'ai quitté la politique et je suis parti monter une boîte de conseil, relations publiques. C'est en quelle année quand tu dis fini la politique? 2012, mais je prends vraiment la décision 2013-2014, il y a 10 ans. Mais si, il n'y a pas de question idiote, mais si je te dis que on a besoin de gens comme toi dans la politique, c'est une bêtise ou pas? Je ne sais pas si c'est une bêtise. Je sais que la politique, c'est quelque chose de très compliqué. Et puis avant moi et puis après moi, des gens qui peuvent réussir dans d'autres secteurs, quand ils viennent en politique, ils ne sont pas les bienvenus et on va leur chercher des noises. Je ne vais pas te parler de Bernard Tapie, que tu connais. Tant qu'il n'était pas en politique, tout allait bien dans sa vie. Il réussissait sur le plan économique, il a fait une émission de télé, qui s'appelait Ambition, il réussissait dans le sport et autres. Et dès qu'il est venu en politique, ils ont voulu le couper en deux, quoi. Donc, en fait, si tu veux, il y a une caste qui n'accepte pas les profils, j'allais dire, un peu atypiques, qui veulent vraiment bouger les lignes, quoi. Et c'est un peu ça le sujet. Alors après, moi j'entends bien, beaucoup qui me disent il faut que tu reviennes, c'est bien, Marseille a besoin de toi, machin. T'as pas l'envie? J'ai ça dans le sang, à l'évidence, on va pas se raconter d'histoire. C'est comme toi, tu as la scène dans le sang, tu veux dire, mais après, c'est pas parce qu'on a ça dans le sang, on pense aussi à sa famille, aux dégâts que ça peut créer. Tu vois, je veux dire, on n'est pas seul dans la vie. Je veux dire, moi, si j'étais seul, j'irais à la guerre tous les jours contre ceux qui sont de mauvaise foi et qui veulent faire du mal. Mais
Là, en l'occurrence, je me dis, tu as une vie qui est plutôt agréable, tu fais passer des messages, tu pèses quand même sur le plan médiatique parce que tu mènes des combats dans les débats et il faut les mener. Moi, j'aimerais qu'il y ait une génération qui monte en politique. Et je suis prêt à l'aider, je suis prêt à lui tendre la perche, je suis prêt à lui faire part de mon expérience. Il faut de toute manière qu'il y ait une génération qui monte. Tu y crois à ça, toi? À cette génération qui monte? Ouais. Oui, En politique, ouais. en tout domaine. Tout Il y a domaine une- plus, il y a une- mais il y a- politique, c'est très spécifique quand même. Ouais, mais il y a une vague, Kamel. Il y a une tsunami. C'est- Ils ne pourront pas l'arrêter. Mais je te le dis tranquille. Et quand je dis ça, c'est pas péjoratif. Encore une fois, tout ce que je dis, que les gens qui nous écoutent soient clairs, c'est au service de la France. C'est au service de la France. Ah, t'es très clair Ce sur ça. tsunami va permettre à la France de redorer son image. Parce que c'est cette jeunesse-là qui arrive, qui viennent d'horizons différents. Et je ne parle pas que des jeunes d'origine maghrébine ou d'Afrique subsaharienne. Je parle de cette jeunesse française qui a grandi ensemble. Cette jeunesse française, elle n'est pas sur les standards des anciens qui sont aigris, qui sont frustrés, qui nous parlent du grand remplacement, qui ont un problème identitaire. Moi, je te dis qu'il y a une jeunesse aujourd'hui qui émerge, qui est diverse, de par sa composition culturelle, d'origine, de croyance. C'est une puissance positive pour la France. Certains en doutent, moi je n'en doute pas. Et je vois les talents qu'il y a dans tous les domaines. Et il y aura des talents en politique. Il y aura un Obama français. C'est une évidence. Ah, alors ça, c'est marrant parce que c'était une discussion que j'ai eue avec un ami. Toi, tu crois à ça? Mais j'en suis convaincu. Il y a un phénomène démographique. Quand je dis un tsunami, certains te parlent du grand remplacement. Mais il y a des filtres. Il y a des filtres que Plafond d'autres de pays verre, n'ont il va pas. péter, Kamel. Hein? Plafond de verre, il va péter. Ouais. Non, mais ils ne pourront pas empêcher la compétence. Qu'on soit bien clair, je parle de la compétence. Je parle du charisme des gens. Je parle de leur force de travail. Tu ne peux pas l'arrêter, ça, dans une société humaine. Tu peux, à un moment donné, le juguler quand les gens ne sont pas nombreux. Tu peux les éteindre, tu peux les écarter, tu peux leur créer des problèmes. Jusqu'à présent, tout ça a été fait par une minorité. Hein, attention, moi je ne veux pas diaboliser la classe politique, ni les médias. Bien Je sûr. veux dire, donc, Clairement. qu'on soit bien clair. Mais par le nombre, cette jeunesse-là, elle va s'imposer. Elle s'imposera encore une fois, positivement, avec les valeurs de la République, avec les principes de la laïcité, mais aussi avec ceux qu'ils sont, sans renier ceux qu'ils sont. Et c'est quand même fou qu'on ait du mal à comprendre dans notre grand et beau pays qu'on peut être français et fier de l'être, et fier de ses origines. Il n'y a aucune incompatibilité, même si certains veulent nous faire croire que c'est incompatible et qu'il faudrait faire un choix. Moi, je Mais pense- quel choix? Moi, je pense que ils le comprennent. C'est juste qu'ils ne l'acceptent pas. Mais c'est compris. Parce que c'est facile à comprendre. Mais Je c'est pense que tellement pas une accepté évidence pour seulement. nous. Bah oui. Mais c'est pas accepté par certaines personnes. Mais je pense que cette jeunesse s'imposera, bon an mal an, naturellement, par la réussite, par l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat. Tu sais, la Ça, jeunesse c'est des clair. quartiers, Ouais. elle ne demande pas des allocations sociales. Hein. La jeunesse des quartiers, contrairement à ce qu'on pense, elle demande de pouvoir gagner sa vie par l'entrepreneuriat, elle demande de pouvoir gagner sa vie en étant reconnue dans les entreprises, dans l'ascension, ne pas subir les discriminations au faciès, au patronyme, à l'adresse. Elle demande que ça. Hein. Elle ne dit pas faites-moi une politique de discrimination positive. Hein. Contrairement à ce qu'on pense. Hein. Nous sommes les petits malheureux de ce pays, les victimes, aidez-nous. C'est pas ça le discours des jeunes des quartiers et le discours des populations issues de l'immigration. C'est donnez-nous les mêmes chances que les autres. On vous démontrera qu'on est capable, Ouais, qu'on c'est a ça. des compétences, Ouais, c'est qu'on a de l'énergie. Ouais, c'est ça. L'énergie, c'est un mot que j'aime bien, moi. Ouais, Tu- c'est tu l'as cité au début de l'émission. Ouais. Toi, tu es un peu anglo-saxon hein, sur les bords. Donc, Juste sur les bords. non, non, mais l'énergie, c'est un mot qui est très important chez les anglo-saxons. Ouais. C'est ce que tu dégages. Parce que tu sais quoi, moi je pense que tu peux mentir sur les mots, mais tu peux pas mentir sur l'énergie. Si tu es un beau parleur, tu peux m'enrober, tu peux me dire ceci, mais ton énergie, tu Je n'as suis aucun d'accord. contrôle sur ça. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Et pour Et moi, il y c'est a primordial. tellement d'énergie positive dans cette jeunesse que j'évoque, mais tu peux pas Ah, je suis d'accord. t'imaginer. Je suis Tu d'accord. peux pas t'imaginer. D'ailleurs, tu parlais d'entrepreneuriat, je trouve que la jeune génération actuelle, avec les nouveaux outils qu'ils ont, se lance dans l'entrepreneuriat de manière sans se poser de questions. Ils foncent. Ce que nous, pour nous, c'était une grosse affaire. sûr. C'était un gros, oh là là, il faut que je monte mon truc. Bien sûr. Eux, je fonce. Personne ne m'aide, je prends mes outils, je fais mes histoires. Exactement. Chapeau bas.
Exactement. Ils sont dans une société où ils ont compris que c'était par la créativité, par leur travail, par leurs idées qu'ils pouvaient se créer un idéal. Donc, c'est pour ça que moi, je ne suis pas du tout pessimiste. Hein. Moi, je dis que la situation, à l'instant T, au moment où nous parlons tous les deux, évidemment que c'est une situation de crise qui est morose, parce qu'il y a une génération qui nous baigne là-dedans, une génération qui est aux commandes d'un monde politico-médiatique et qui veulent nous faire croire que tout va mal à cause d'une frange particulière de la population. Mais cette frange particulière de la population, même si elle n'est pas visible, elle trouve sa place. Et à un moment donné, elle va émerger. Et en émergeant, elle fera avancer la France dans le bon sens, dans la bonne direction. Et là, à un moment donné, il y aura, on parlait de principe de réalité tout à l'heure, waouh, quelque chose qui pètera la figure. Il y a des gens hyper charismatiques dans cette jeunesse. Donc, et pour ça que moi, j'en vois qui sont passionnés de politique. Tu sais, sur les réseaux sociaux, je reçois beaucoup de messages en privé. Ils me demandent de revenir en politique, de me présenter à Marseille. Il y en a qui rêvent. Ils me disent, présentez-vous en 2027. Ça veut dire qu'il y a cette aspiration. Il y a une aspiration. Bien sûr. Donc, cette aspiration, elle sera satisfaite à un moment donné. Ils vont tout faire pour qu'elle le soit. Donc, moi, j'y crois. J'y crois. On passe par une séquence qui est un peu délicate parce que c'est une... Tu sais, la transformation, elle est toujours un peu délicate. Mais la société française, quand elle assumera son identité diverse, quand elle assumera de se regarder en face, ce pays retrouvera des couleurs positives. J'en suis convaincu. Quand elle l'assumera. Quand elle assumera. Et ça, tu penses que c'est gagné un jour, elle va l'assumer? Je pense que ça arrivera plus vite qu'on ne le croit. Tu vois, aujourd'hui, ce que j'évoquais sur l'Afrique, la France est chassée des pays africains les uns après les autres. Elle ne pourra revenir en Afrique uniquement et que par sa diaspora. Parce que quand nous allons dans le pays d'origine, nous ne sommes pas regardés comme des ennemis. Nous ne sommes pas regardés comme des anciens colonisateurs. Nous sommes regardés comme des Français, mais qui avons un lien affectif, un lien sentimental, une proximité naturelle. Mais ça, on va s'en servir pour aller voir la famille. On va s'en servir pour aller faire du tourisme, à l'évidence. Mais on va s'en servir aussi pour faire du business. Ouais. Et ça va servir à qui? À la France. Bien sûr. Donc c'est pour ça que je dis, il y a des pays, tu prends l'Allemagne, c'est servi sa diaspora dans la relation à la Turquie. Parce qu'il y a une forte communauté turque en Allemagne. Elle a utilisé la communauté turque dans la relation business avec la Turquie. Pourquoi la France, elle a balayé d'un revers de main cette génération de Français d'origine africaine sur lesquels elle aurait pu s'appuyer, pas les instrumentaliser, s'appuyer avec sincérité pour leur dire, vous êtes les meilleurs ambassadeurs du pays. Allez, allez-y. Open bar, on va mettre en place donc des moyens pour vous permettre de créer des entreprises, de prendre des initiatives. Et de surcroît, tu développes l'Afrique. Qu'est-ce que tu freines? L'immigration. Bah forcément. Puisque les gens sont heureux chez eux. T'as plus envie de partir. Personne ne quitte son pays par gaieté de cœur. Hein. Non. Tout le monde est attaché à sa terre, sa famille, ses amis. Donc du coup, tu fais que du gagnant en réalité. Donc tu permets aux entreprises françaises de rayonner par cette diaspora que tu ne considères pas. Tu permets aux pays africains de se développer. Tu régules les flux migratoires intelligemment. Donc, et l'image de la France devient positive parce que tu sors de cette période coloniale que certains ont osé à un moment donné imaginer comme étant positive. Non mais là, c'est pour ça que je te dis, la séquence, elle est un peu folle là. Non, là, Il y en a qui c'est de la voulaient science-fiction. positiver la colonisation. C'est un régime d'inhumanité le plus total, Ouais. La colonisation, Bien sûr. qui traite des hommes comme des sous-hommes. Les Algériens étaient traités comme des indigènes à l'époque. Donc, comment tu peux dire qu'il y a les bienfaits de la colonisation? Personne ne peut y croire, à part les fous furieux. Je veux dire, donc du coup, ça va disparaître. Parce que ce négationnisme, à un moment donné, une génération ne reviendra plus dessus. La colonisation, c'est une période sombre de l'histoire de France. Et toutes les nations ont des périodes de lumière, mais aussi des périodes sombres. Nous avons, la France, des périodes de lumière, fantastiques. Donc, mais on a des heures sombres. Bien La sûr. collaboration en 39-45, ce n'est pas une grande période. La colonisation, ce n'est pas une grande période. Assumons-le Faut en l'assumer. tant que Français. On n'a pas le Ça ne veut pas dire faire preuve de repentance et se fouetter. Ça veut dire je regarde en face l'histoire de mon pays. Et je ne veux pas que ça se reproduise. Donc je ne serai plus dans une démarche colonialiste. Je le dis clairement. Et je serai dans une démarche républicaine, de respect. Et je parle européen et africain d'égal à égal, avec des accords gagnant-gagnant. Mais si la France avait tenu ce discours, elle rayonnerait en Afrique. Ouais. Mais elle a maintenu le franc CFA, les pseudo-accords avec des chefs d'État escrocs, la puissance militaire française toujours là-bas en place. Sortons de cette hypocrisie. C'est pas la France qu'on aime, ça. C'est pas notre France. Je suis complètement d'accord.
Dans ce podcast, on a 2-3 questions qui sont récurrentes, que je pose à chaque invité, c'est les mêmes questions. La première, c'est celle-ci. 2 anecdotes à titre personnel et professionnel où tu t'es senti, où tu as senti qu'on t'a profondément manqué de respect. Putain, je veux pas plomber l'ambiance. C'est comme quand on me dit est-ce que tu as été victime de racisme. La vérité, je le combats le racisme, mais je ne l'ai jamais subi. Tu peux plomber. En tout cas, pas directement. Non, mais je te dis la vérité. Non, Je suis pas mis racisme, dans c'est autre chose. Mais le respect en tant qu'individu. Le respect en tant qu'individu. Le respect, je sais pas, écoute, j'ai rien qui me vient comme ça à l'esprit, qui m'aurait marqué, tu veux dire, parce que c'est Et quelque même chose. dans le monde du travail, rien du tout. Mais Mais frérot, je suis autodidacte. J'ai été 4 dirigeants d'une grande entreprise où il n'y a pas un Français d'origine maghrébine, 4 dirigeants, même ceux qui ont fait des études. J'ai été conseiller d'un ministre de l'Intérieur, pas le ministre de mais c'est haute fonction, justement. des Nations, député européen, président de la plus grande entreprise de Marseille. J'ai pas fait d'études, mon frère. Qui m'a manqué de respect, moi? Non, mais quand tu regardes, je me lève tous les matins en disant merci mon Dieu, moi. J'ai de la gratitude pour la vie, moi. Non, mais je te le dis, la vérité. Donc je peux pas raconter des histoires. Merci la vie, la gratitude, merci mon Dieu. Alhamdoulilah, comme on dit chez nous. Bien sûr. Donc, et donc, alors peut-être que j'ai aussi une éducation qui est celle d'être un optimiste permanent. On le voit. Tu vois, sur les réseaux sociaux, par exemple, il y a des gens qui t'adorent et il y a des gens qui te détestent. Les gens qui me détestent, ça glisse, frérot. Ouais. Ça glisse, frérot. Je sais même plus lire quand je reçois leurs messages. Hop, allez, évacuer. Tu vois, je veux dire, donc, je ne me nourris pas de ça. On parlait d'énergie tout à l'heure. Ça fait longtemps que j'éloigne les gens qui ont des ondes négatives dans ma vie. Bien sûr. Je ne choisis que les gens qui ont des ondes positives. Et quand tu vas sur des plateaux, t'as jamais senti qu'on t'a manqué de respect une fois ou... Non, parce que j'accepte l'adversité. L'adversité, c'est une chose. Ouais, mais En bonne et due forme, normalement, l'adversité, il n'y a pas de manque de respect. peut-être que ce qui a été... Allez, tu me titilles là, hein, tu me titilles On vraiment. cherche, on hein. cherche. Non, mais tu me titilles Pour vraiment. moi, une. Tu me titilles Ah, vraiment. tranquille, carré. Ce qui peut être considéré comme un manque de respect, c'est la dernière de TPMP. D'accord. Parce que tu m'as Si- vraiment, si- si tu tu m'as vraiment replaces dans le temps, titillé. parce Je que peux les gens- t'expliquer pourquoi. Vas-y. On m'appelle en début d'après-midi. C'est un scoop. Je le dirai là, je le dirai nulle part ailleurs. C'est un Merci, scoop Karim. pour Kamel. Merci. On m'appelle en début d'après-midi, on me dit ce soir il faut que tu viennes, tension sur le débat Israël-Palestine, tu es celui qui sait fédérer les communautés, tu as un discours positif, il faut que tu viennes sur le plateau ce soir, on a besoin de toi. Je dis je suis un peu fatigué et tout, non il faut que tu viennes et tout. Moi, je connais tout le monde là-bas. J'ai passé une aventure pendant 3 ans magnifique avec l'émission Balance ton poste que j'ai proposée à Hanouna et qu'il a mis en place très vite. Ah, c'est toi qui... Ouais, c'est moi qui l'ai proposé. Et il a mis en place très vite avec un pragmatisme qui caractérise un garçon qui va vite. Hein, donc, et on a passé 3 ans magnifiques. Magnifiques. Donc, bonne ambiance avec l'équipe, des débats, un public, une audience. Donc, c'était très bien. Et l'émission s'arrête. C'est un choix qui leur appartient. Hein, moi, j'ai rien à dire là-dessus. Et ensuite, donc, il maintient une partie sociétale de débat dans TPMP. Et là, sur cette séquence-là, il me demande de venir. On sait très bien qu'il y a beaucoup d'irrationalité dans ce débat Israël-Palestine. Donc les gens ont du mal à rester sereins, à accepter le débat et autres. Et je dis, écoutez, c'est compliqué. Je me suis déjà exprimé sur CNews et sur d'autres antennes. Je vais passer mon tour. Il me dit non, il faut que tu viennes. C'est l'émission de l'apaisement. Ah ouais? J'aime ce mot. Ah, c'est super. C'est l'émission de l'apaisement ce soir. Ouais, super. Donc c'est l'émission de l'apaisement. Donc je dis ok, l'émission de l'apaisement, tu fédères les communautés, putain, c'est des trucs qui me touchent, moi, j'aime bien ça. Je veux dire, la démarche, je la trouve vachement Bien sûr. belle. Et donc du coup, je dis ok, je viens. Et quand j'arrive, je rentre en plateau, je me rends compte que c'est pas vraiment l'émission de l'apaisement. On me met un son d'une interview que j'ai donnée à Alger, à une radio algéroise, et on me met qu'un bout du son. Et un bout du son qui était censé me mettre en difficulté
soi-disant que je n'aurais pas condamné les actes du Hamas et que je n'aurais pas parlé des civils israéliens. Or, en Algérie, dans cette période-là, j'ai donné une interview à la radio, une interview à un média presse écrite, et j'ai fait une émission de télé. Et il y a plein d'autres morceaux et passages qui disaient le contraire. J'avais cité au même niveau les civils palestiniens et israéliens, en disant que pour moi, les civils, il n'y avait pas une vie plus importante qu'une autre. Et que j'étais triste, effectivement, de voir un enfant, une femme, un vieux, une personne âgée, israélienne ou palestinienne, mourir sous les atrocités. Et donc, on me sort ce son-là, ce qui n'était pas vraiment prévu. Et quand tu veux faire une émission sur l'apaisement, c'est pas vraiment par là que tu commences, en me disant, mais voilà, tu n'as pas dit ça, tu n'as pas fait ça. On m'a un peu pointé avec un interlocuteur qui était censément être un expert en communication, mais il était plutôt expert en manipulation. Et puis d'autres chroniqueurs qui montaient au créneau avec virulence. J'avais l'impression d'être dans un tribunal, au point qu'à un moment donné, j'ai dit à l'une des chroniqueuses, ça va s'arrêter là, madame la juge, parce que je ne suis pas en garde à vue. Donc, et donc là, à un moment donné, il me passe par la tête, dans le cadre de ce contexte, il me manque de respect. Il me manque de respect parce que j'ai toujours défendu la fraternité. J'ai toujours été un homme qui va vers la paix, le respect. Et là, je me dis, ils veulent me faire passer pour tout ce que je ne suis pas. Et donc, on peut considérer, en répondant à tes questions, que ce soir-là, ils m'ont manqué de respect. Mais qu'à cela ne tienne, ils m'ont manqué de respect, mais je n'ai pas baissé la tête. Je ne suis pas reparti en disant que j'étais une victime à laquelle on avait menti sur la nature et le concept de ce que l'émission allait être. J'ai riposté avec mes convictions, avec mes valeurs, sans véhémence, sans insulter personne, en expliquant qu'ils faisaient fausse route et que je resterai moi-même droit dans mes bottes avec les valeurs qui sont les miennes. Je défends la cause palestinienne. Je le ferai parce que je trouve que c'est une cause noble. Et que s'il y avait un autre peuple à la place des Palestiniens qui subissent ce que les Palestiniens subissent, je défendrais cette cause de la même manière, avec la même conviction. Ce n'est pas parce qu'ils sont de confession musulmane, d'ailleurs il y a des Palestiniens chrétiens, ce n'est pas parce qu'ils sont face à Israël qui est composé majoritairement de Juifs, pas du tout. Si les Juifs étaient à la place des Palestiniens, je défendrais les Juifs à Gaza. Donc, il faut arrêter ce délire qui consiste à opposer ces deux religions, à opposer les Juifs et les Arabes. Je veux dire, nous avons grandi, tu le disais tout à l'heure, avec des gens de toute origine. On a des Juifs, c'est des frères. Donc, on a beaucoup plus de points communs que de différences avec les séfarades. Donc, on a l'impression même qu'on fait partie de la même famille. Après, il y a un conflit politique. Nous ne nous trompons pas. Mais il est politique. Donc, parlons politique. Ouais, c'est ça. Et là, je suis dans la critique d'un gouvernement, critique d'une politique de colonisation, d'expropriation, d'humiliation, de souffrance faite à un peuple depuis 75 ans, si on revient en 1948, et 56 ans, si on revient en 1967, résolution 242 du Conseil de sécurité de l'ONU, qui dit, en 1967, 2 États, des frontières, 2 peuples qui vivent en toute sécurité. Celui qui est né en 1967 et qui est palestinien, il a 56 ans. À 56 ans, il n'a vécu que sous l'oppression. Aucune espérance possible, aucun récit national, aucune patrie digne de ce nom. Si ça, on n'a pas le droit de le dire, et si en disant ça, on est traité d'antisémite, le débat, il est erroné d'entrée. Il y a une malhonnêteté intellectuelle d'entrée. Il y a un problème de fond. Or, ce problème de fond, on ne pourra pas l'évacuer. Tant qu'il n'y aura pas un État palestinien, ça nourrira une forme de désespérance qui alimentera le terrorisme. Personne n'est pour le terrorisme. Et pour moi, le terrorisme, ça n'est pas la résistance. Je fais bien la différence. Mais le terrorisme, il prend racine dans un terreau. Et ce terreau, c'est effectivement la souffrance, l'humiliation, le blocus, la colonisation. C'est facile à comprendre, ça, quand même. On peut le dire sans irrationalité, sans hystérie. C'est ce que j'ai essayé de dire sur tous les débats sur ce sujet-là. Et je pense que quand on dit ça, on est dans une position pour la justice humaine. On n'est pas dans une approche partisane. Moi, je ne suis pas là en tant que Français, d'origine algérienne, de confession musulmane, et donc je prends cette position pour ça. Pas du tout, encore une fois. Qu'on se méprenne pas. C'est une posture de justice. De justice. Et où que ça se passe, pour qui que ça se passe, je garderai cette posture de justice. Et je pense qu'on se grandirait les uns les autres à prendre un peu de recul, un peu de hauteur, et en disant,
Oui, il y a eu un drame, 7 octobre dernier, la population israélienne, c'est la barbarie qui les a frappés. En amont, il y a 56 ans de détresse, d'humiliation, de colonisation. Peut-être que ça a nourri ce qui s'est passé le 7 octobre. Ça ne l'excuse pas. En aucun cas, ça ne l'excuse. Ça l'explique peut-être. Si on veut que l'Israël vive en toute sécurité, Israël ne pourra vivre en toute sécurité que s'il y a un État palestinien reconnu et digne de ce nom. Si on comprend ça, demain, les pays arabes, l'Union européenne, les États-Unis décrètent ensemble, on siffle la fin de la récréation, 2 États, des frontières, 2 peuples. Et c'est terminé. Et on luttera contre le terrorisme beaucoup plus efficacement. Et d'ailleurs, il ne se développera plus parce qu'il n'aura plus les germes et le terreau. Si on ne va pas sur ce terrain-là, c'est qu'il y a une hypocrisie. C'est qu'on sert des intérêts géopolitiques cachés qui, à un moment donné, instrumentalisent les peuples. C'est mon point de vue. Ouais, ça se respecte. Et je l'assume. Donc, dans cette émission, qui aurait pu être émission de la fraternité, parce que je pense qu'il y avait tous les ingrédients pour ça, c'est une émission qui était devenue, ce soir-là, une émission un peu, on va dire, tribunal, attaque, dessous de la ceinture, malhonnêteté intellectuelle de la part des chroniqueurs, de celui qui était invité notamment en face de moi. Et c'est vrai que quand tu as bossé avec les gens, que tu leur as fait confiance, que tu les estimais, que tu dis peut-être que là, il y a eu un petit manque de respect. Et quand, alors si moi demain je te manque de respect, tu me dis Kamel, tu m'as manqué de respect, première chose que je fais, je m'excuse. Est-ce que ça a été fait de leur côté ou pas? Non, mais j'attends rien. Non, mais sans l'attendre, normalement c'est du bon sens, non? Ok. J'attends rien. D'accord. Chacun assume ses actes. Je veux dire, que ses positions, ses choix. Peut-être que c'était délibéré, peut-être que les choses leur ont échappé, je ne sais pas. Mais c'est fini, c'est passé, c'est derrière, donc je suis passé à autre chose. Le lendemain, j'avais une autre émission. Bien sûr, terminé. Et en plus, je n'ai pas de rancœur, rien du tout. Toujours positif. Toujours positif. Mais ça transpire chez toi, c'est bien. Je souhaite de mal à personne, j'ai pas de rancune, je vis pas tout. Je vis pas de ça, moi. Ça, c'est du temps perdu. C'est le meilleur moyen. On revient aux énergies, hein. C'est toujours pas. On revient aux énergies. On revient aux énergies. Ouais, c'est le meilleur moyen de passer outre. Ouais. Tu nous parlais de tes origines algériennes. C'est important pour toi, tes proches de tes racines algériennes. Tu y vas souvent. Ça a une importance pour toi. Bien sûr. Bien sûr. C'est pas évident pour tout le monde, hein, parce que j'ai... Enfin, ah ouais? Ouais. Moi, tu vois, quand je te disais que mon éducation et tout ce qui m'a été inculqué était fondamental, avait fait de moi l'homme que je suis, j'ai souvent entendu, pour savoir où tu vas, il faut savoir d'où tu viens, quoi. Ouais. C'est fondamental pour moi. Et je te dis la vérité, quand je vais à Alger, quand je vais en Kabylie, quand je vais... Je me sens bien, quoi. Je me sens bien. Je parle pas arabe. Je ne maîtrise pas, je ne parle pas le kabyle, donc je comprends des mots, des expressions, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est l'histoire de mes ancêtres. On parlait d'énergie, des ondes, on a besoin. Et encore une fois, ça n'enlève rien à ma fierté d'être français, au fait qu'on est né ici, j'ai pas de quête, ni de retour, ni de quoi que ce soit, mais on est français, je suis d'origine algérienne, personne ne me l'enlèvera. Je veux dire, personne ne m'empêchera de ressentir ce que je ressens. Mais c'est un plus. Mais c'est un plus. Et dans la vie, je rebondis sur ce plus que tu évoques, on fait des additions, on ne fait pas des soustractions. Et on fait des additions. Je veux dire, si y a à prendre du bon de cet esprit algérien, de cette histoire, on va le prendre. S'il y a le bon à prendre de ces valeurs françaises, de ces principes, on va le prendre. Et c'est ce qui va faire l'homme que l'on est, le citoyen que l'on est, les uns les autres. Et il faut qu'on arrête avec ça. Moi, je vais en Algérie régulièrement. Je suis très bien accueilli. L'Algérie est un grand pays. Qui a tout pour se développer. Ça peut être une puissance à l'échelle de la planète. Ils ont des richesses, ils ont un peuple, une jeunesse fantastique. Donc j'espère que politiquement, il y a des choses qui sont engagées. Tout n'est pas négatif, parce que il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. On voit qu'il y a des dirigeants qui essayent d'engager des réformes, un cheminement nouveau, une impulsion nouvelle. Là, encore une fois, mon esprit optimiste et positif, il y croit. Et je pense que
la France et l'Algérie ont intérêt de nouer une relation basée sur la confiance et sur le respect, parce que la relation euro-africaine, continent européen, continent africain, passera par la relation Paris-Marseille-Alger. Pour moi, c'est pas négociable. Je pense que c'est la France et l'Algérie qui peuvent nouer cette relation entre les deux continents. Et encore une fois, nous avons un rôle à jouer, la diaspora a un rôle à jouer, qui est fondamental. Donc, Je suis d'accord avec toi. Qui est fondamental. Grand pays, l'Algérie, grand pays. Ouais, Respect. ouais. En plein changement aussi. En plein changement, en pleine mutation, les Algériens généreux, dans l'hospitalité permanente. C'est ça. Même ceux qui n'ont rien, ils vont te donner le rien qu'ils ont. Mm. C'est pas beau, ça. Ouais. C'est des magnifique. leçons de vie, ça. C'est des leçons de vie, ça. Ouais, c'est des leçons C'est de des vie. leçons de vie, ça. Dans les questions récurrentes, il y en a une autre qui est quel est ton rapport à la spiritualité et au divin? Ben écoute, moi je suis musulman, je me définis comme tel, je ne suis pas un théologien, je fais bien la différence, je suis un musulman lambda, qui n'est peut-être pas un pratiquant irréprochable, mais ça n'en fait pas un problème pour moi, et je me dis que effectivement je tendrai peut-être avec l'âge à être un peu plus exigeant avec moi-même dans la pratique, mais la spiritualité qui est la mienne aujourd'hui, c'est de me sentir pleinement français de confession musulmane et à toujours sentir cette présence divine, parce que contrairement à ce que certains pensent, Allahu Akbar, Dieu est grand, c'est pas réservé aux terroristes, donc c'est réservé aux musulmans, aux vrais musulmans, pas à ceux qui détournent la religion musulmane. Donc, et je crois effectivement que Dieu est grand, parce qu'il y a tellement d'éléments et de preuves qui font que l'écosystème dans lequel on vit, la manière dont les choses évoluent, ce livre, le Coran, pour ceux qui l'ont lu, c'est presque un livre qui décrète et qui t'explique l'avenir, qui t'explique ce qu'on vit aujourd'hui, ce qu'on va peut-être vivre demain. C'est un livre qui est prémonitoire, qui dit des choses et qui ne doit pas être interprété au moment où il a été écrit, parce qu'effectivement, tu dois recontextualiser toujours une religion. Le Coran, il faut le lire avec le 21e siècle dans lequel on est, pas au 7e siècle. C'est ça aussi le travail qu'il faut faire. C'est un livre profondément intellectuel qui nécessite d'aller vers la connaissance, d'aller vers l'exigence. Donc moi, spirituellement, je suis très inspiré du soufisme. Donc, parce que c'est une branche de l'islam qui m'inspire énormément, qui est une branche très tolérante, qui n'est pas rigoriste au sens où on pourrait l'entendre, parce qu'il y a plusieurs branches en islam. Et cette branche aujourd'hui, moi, m'a beaucoup attiré parce qu'elle dégage, parce qu'elle reflète, et par son esprit d'ouverture, par sa capacité à fédérer. Et c'est plutôt vers cette sensibilité que je me tourne sur le plan Comme tu disais, il y spirituel. a plusieurs branches en islam, il y a aussi plusieurs branches dans le soufisme. Bien sûr. Tu parles d'une branche particulière. L'intérêt, en tout cas, ce qui suscite l'intérêt chez toi, c'est une branche particulière? Non, c'est pas une branche particulière. général. Globalement, c'est le message du soufisme, qui est un message qui est un message modéré, qui est un message presque de poésie dans la manière dont tu vis l'islam. On n'est pas dans le rigorisme, on n'est pas dans les interdits. D'accord. Parce que tu as aussi une conception qui est l'islam de l'interdit permanent. Tu as des fois, Des religions en général, pas que l'islam. des religions en général, Ouais. mais quand on parle de l'islam, c'est vrai qu'on a souvent côtoyé et grandi avec des gens qui te disent que ça c'est haram, ça c'est haram, ça c'est haram, ça c'est haram. Waouh! Tu considères... Mais aussi, ça c'est halal, ça c'est halal, ça c'est halal. Tu vois, il y a les deux aussi. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu es musulman, tu pratiques l'islam pour toi déjà. Fondamentalement. Tu ne le pratiques pas pour les autres. Tu ne le pratiques pas pour le regard des autres. Tu ne le pratiques pas pour donner des leçons aux autres. Donc, parce que tu sais que tout un chacun peut être un esprit faible, peut avoir des faiblesses, et que l'exigence que tu dois porter, elle est d'abord envers toi-même. Et si tu portes une exigence envers toi-même, d'ailleurs, je veux dire, quand tu regardes un peu l'histoire de la religion, le prophète et ses compagnons étaient parfois beaucoup plus durs que lui. Le prophète était d'une tolérance extraordinaire. C'est vrai. Donc, et je pense que c'est cette leçon de vie, il faut qu'à un moment donné, on l'inculque à cette jeunesse. C'est pas une religion de combat ou de conquête, et l'islam, pour être une religion de combat ou de conquête, l'islam, c'est défendu.
quand il y a eu des périodes de combat. C'est pas sciemment qu'elle est allée attaquer qui que ce soit. Et d'ailleurs, dans les moments de conflit, l'islam, c'est la religion aussi qui a préservé les prisonniers, qui a respecté les gens qui croyaient à autre chose. On ne va pas revenir à certains pans de l'histoire, mais tu prends uniquement la période andalouse, les juifs, les chrétiens, les musulmans cohabitaient. Pourtant, c'était l'islam qui était la religion prédominante. Donc, force est de constater que l'islam n'est pas une religion qui voulait éteindre les autres. Donc, et c'est pour ça qu'elle est souvent mal véhiculée. Je dis souvent, parfois, c'est pas l'islam le problème. C'est certains musulmans qui ne vivent pas l'islam comme ils devraient la vivre, cette religion. Tu me fais penser à... C'est la deuxième fois que je cite cette citation parce que je ne veux pas spoiler un peu le podcast, mais il y a un invité qui avait un peu le même discours que toi, qui disait, c'est Mike Tyson qui disait « Je suis musulman. Je suis loin d'être parfait. Je fais plein de choses mauvaises. Ma religion est parfaite. Jugez-moi, ne jugez pas la religion. » Et en fait, je trouve que c'est... tellement vrai. Hein ? C'est tellement vrai. C'est tellement vrai, en fait. C'est tellement vrai. Et c'est un peu... Je retrouve un peu ça dans ton discours. Non, mais c'est bien. On ne peut pas parler à Karim Zeribi sans parler football. C'est impossible. Par définition. Alors, dis-nous un peu, ton amour du PSG, ça commence à quel âge ? Mon amour du PSG, il commence dans le fait que vous n'avez gagné aucune Coupe d'Europe. Non. Avec la puissance d'un État derrière. Et ça dénote vraiment que vous n'êtes pas une ville de football. Regardez quand même. Donc, le body language, quand même. Là, il s'est mis en défense. Donc, c'est une belle ville de Karim, théâtre, Paris. Donc, vous avez de très bons restaurants. Donc, c'est pas mal comme capitale. Mais le football, c'est à Marseille. Bon, regarde. Alors, on va la faire bien. Donc, tu veux que je te dise la vérité ? Vas-y. Honnêtement, hein, je suis allé au PSG, au parc et tout, voir des matchs et tout. On déconne, on se chambre et tout. Mais Bien sûr. il y a des joueurs fantastiques qui sont passés au PSG. Et moi, j'aime le football avant tout. Donc, des joueurs fantastiques. Il y a deux problèmes avec ce club, de mon point de vue. Hein, et je suis très objectif, je pense, quand je dis ça. Laisse-moi être juge de ça, s'il te plaît. Vas-y. Les joueurs prennent le dessus sur l'institution. Encore aujourd'hui ? Oui. Encore aujourd'hui ? Ah bah écoute, on vient de le démontrer l'année dernière avec les joueurs qui sont partis. Non. Aujourd'hui, bah justement. Oui, mais tu peux pas, c'est pas en quelques semaines que tu vas le jauger. Ça. Au moins, il y a la démarche. Donc, elle mérite d'être Voilà. corrélée Voilà. de résultats et de faits dans la Ici, durée. on se dit les choses, Donc, Karim, hein, on fait... c'est sûr que si depuis 2 semaines c'est devenu une institution, Non, Kamel non, est non. ravi. Non. Donc, non, mais attends, Karim. la vérité, c'est que je pense que ce club n'est pas devenu une institution et c'est fort dommage parce que tous les ingrédients étaient là. Et je regrette aussi une deuxième chose pour Paris, c'est que le football n'est pas une religion pour les Parisiens. Et Dieu merci. Et non, pas Dieu merci. Parce que toutes les grandes villes de football, tous les grands pays de football, toutes les grandes équipes de football vivent le football comme une religion pour atteindre les sommets. À Marseille, la grand-mère de 95 ans, elle va porter le maillot de Reste l'OM. tranquille, Non, Karim. mais je te le dis. Donc, l'OM, c'est même ceux qui prétendument n'aiment pas le football au sens technique et tactique du terme, ils sont olympiens. Et je veux dire, il y a un peuple autour de l'Olympique de Marseille. Et quand je dis ça, tu vas dire, tu exagères, c'est un côté marseillais, machin et tout. Quand Mais même, Marseille n'exagère pas. dis la vérité, quand tu vas au Vélodrome, Ouais. il se passe quelque chose quand même. Il se passe quoi ? Même Messi, il a dit. Non, Ils l'ont tous dit. non, mais- Ils ont tous dit. À Marseille, Mais attends. tu vis le football comme en Argentine, Il y a comme deux au Brésil, comme en Italie du Sud. Tu le vis comme une religion. Mais écoute, Alors après, moi, tu je peux peux pas penser être que c'est pas bien. Je peux pas être anti-marseillais. Tu le sais. Bah oui, Ma ta mère- maman est de l'Estac, Voilà. 16e arrondissement. Elle habite à côté de chez moi en plus. Je peux pas être anti-marseillais. Il y a... Moi, je pense que dans ce cas de figure, c'est pas mieux ou moins bien, c'est différent. D'accord ? Je trouve que le plus beau stade de France, c'est le Parc des Princes. En ambiance, vous avez un stade, c'est vrai que vous avez un stade ouvert où ça fait du bruit. Il n'y a pas deux villes en France comme Marseille. Tu montes, tu descends, Bien tu fais sûr. ce que tu veux. Il n'y a Bien pas sûr. deux villes comme Bien sûr. Il n'y a pas deux peuples comme les Marseillais à Bien Marseille. sûr. D'accord ? Bien sûr, c'est bien. Déjà, il nous définit comme un peuple. Non. Déjà, Non, magnifique. À un Magnifique. moment donné, on est là pour satisfaire l'invité. Non, mais tu Non. disais, non, mais il y a un truc, tu vas être d'accord avec moi, je pense, c'est qu'il n'y a qu'à Marseille en France où tu es fier d'être Marseillais et fier de tes origines.
C'est vrai. Il n'y a pas un autre endroit Non, où c'est on a vrai. réussi à C'est vrai. cette synthèse. C'est vrai. Donc, et tu les prends tous, les Marseillais, ils sont d'origine arménienne, de confession juive, Ouais, c'est musulmane, vrai. algérienne, tunisien, marocain, turc. Ils sont Marseillais. Mais ils sont très attachés à ce qu'ils sont. Et ça vit ensemble. Et ça entreprend ensemble. Et ça fait du business ensemble. Et ça joue au foot ensemble. Et moi, je pense qu'un grand Marseille, c'est indispensable. Il faut un investisseur. C'est sûr. Ça va lever tout le monde vers le haut, même les autres équipes. Mais moi, j'adore cette dualité parce que Mais bien sûr. quand je fais même Paris-Marseille en TGV, j'ai l'impression de changer de pays. Hein. Je veux dire, la culture marseillaise, le climat, le cadre de vie, la mentalité. Ça, c'est dans les deux sens. Hein. Quand tu arrives à Paris, tu as l'impression de changer de pays, mais c'est positif ce que je dis, parce que Ouais. j'aime aussi beaucoup ce que représente la capitale parisienne, l'énergie, la capacité à aller plus vite en business, à être beaucoup plus concret, avoir des gens qui... Tu vois, je veux dire, moi, Marseille, j'adore ma ville, mais je suis aussi très critique. Parce que je pense que cette ville-là, elle devrait être le phare de la Méditerranée. Or, aujourd'hui, on n'a pas malheureusement les femmes et les hommes qu'il faut pour la dynamiser. On devrait, le quartier de Joliette, ça devrait être quartier d'affaires de Dubaï. Le Prado, ça devrait être Miami Beach. c'est Les vrai quartiers ce que nord tu de dis, hein. Marseille, ça devrait être la Silicon Valley. Non, mais je te le dis, moi, Non, parce mais que moi, je suis d'accord je la avec sens, ma ville. Ouais, je suis- Donc, je veux dire, c'est une succession de noyaux villageois. On devrait prendre tous ces bouts de Marseille et en faire une dynamique en fonction de l'identité de ces bouts de Marseille. Or, aujourd'hui, cette ville elle est en train de décliner, de se déclasser. Donc, c'est très triste parce qu'elle vit... C'est quoi elle les vit- raisons de ce déclin pour toi? parce qu'elle vit sur ses atouts naturels. Je veux dire, l'homme politique, qu'est-ce qu'il doit faire, que ce soit dans une nation, dans une ville? Il doit impulser. Il doit se servir des atouts, des potentialités, et il doit impulser un mouvement. Il n'y a aucun mouvement à Marseille. On vit sur les acquis mais il y a aucune de ville- cette lumière magnifique, du cadre de vie. Tu vois, je veux Il n'y a dire, aucune ville avec un tel potentiel en France. aucune ville. Non, mais sérieusement, Ah, mais je te le dis. il n'y a aucune ville. Je suis d'accord avec toi. Donc pourquoi En plus, tourner vers la Méditerranée, comme Bien sûr. on est très sensible Bien à la sûr. Méditerranée. Bien sûr. Je veux dire, donc, C'est fou d'avoir un tel potentiel et de le laisser de inexploité. ne rien en faire. C'est catastrophique, mon frère. Tu penses que les raisons sont politiques, forcément? Évidemment, de manière la vie de la cité avec un grand C est gérée par les politiques. Soit tu libères les énergies, soit tu les freines, soit tu génères des dynamiques, tu prends des mesures favorables, tu règles les problèmes d'insécurité, tu favorises l'investissement. Il n'y a rien de tout ça à Marseille. Donc on vit sur... Moi, Karim, je vais te dire un c'est truc. ça qui est Je dommage. t'écoute parler, C'est ça qui est dommage. je t'entends, je comprends. Oui, tu es persuadé qu'il va y avoir un nouveau Obama. Si ça veut dire quoi, ça? Il est là, il est là. Mais Non, mais qui- moi, quand tu me dis que tu reçois des messages en privé, moi, je pense que... Alors moi, je suis assez loin de la politique. Je suis juste un observateur. Mais je pense que tu es une parole qui compte, dans un premier temps, qui a le mérite d'exister et qui doit être entendue. Après, on adhère pas, peu importe. Mais il faut toujours un balancier pour moi, tu vois. Et je pense que c'est... Et tu sais, il y a souvent eu... Vous avez eu des maires de Marseille qui étaient même pas de Marseille. Qui était pas? De Marseille, Oui, Gaston Defer. voilà. Il était des Cévennes, il était d'Alès. Moi, je pense que ton amour de Marseille, tu vois, rien à prouver, c'est clair et net. Je pense que ça serait une première étape. Ça serait... Moi, je t'entends. Je savais que tu avais un discours comme ça, mais cette conversation me pousse à penser qu'on a besoin de gens comme toi. Qu'est-ce qu'on dit chez nous dans ces cas-là? Inch'Allah. Inch'Allah. Le sourire en coin. Il est pas trop carnassier, le sourire. Là, faut prendre les choses tranquilles. On ne sait pas de quoi sera fait demain, en fait. Non, mais... C'est la vie. Moi, je suis pas trop dans la programmation. Je pense que le destin Moktoub, on croit beaucoup à ça. Bien sûr. Les rencontres. Moi, je suis super content d'être là avec toi, de te rencontrer. Merci de ton invitation. Ah, merci à toi. Tu vois, tu parlais d'ondes positives. Tu vois, cette conversation, je suis bien parce que je pense qu'on a des valeurs communes, on a une philosophie de vie commune. Tu Bien sûr. dégages beaucoup de positif, d'enthousiasme.
d'enthousiasme, d'entrain. Ouais. Et donc, voilà, c'est l'addition de tout ça qui fait qu'à un moment donné, tu as envie de partir sur une aventure collective ou pas. Est-ce que les conditions sont réunies un jour? Je ne le sais pas. Est-ce que j'aurais envie, un déclic pour repartir en politique? Je ne le sais pas. Peut-être, peut-être pas. Peut-être pas. Ouais, c'est ça. Donc, Mais en tout cas, c'est bien qu'on te le dise, je pense. Ouais. Te le dire, c'est gratuit, ça coûte rien. Exactement. Et ça fait Et du puis bien. bon, après, la grâce de Dieu, la santé avant tout pour tout le monde. Hein. C'est ça. Donc, si on est en bonne santé, on peut tout faire, on peut affronter tous les défis. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on se préserve, il faut qu'on remette un peu le sens des priorités là où il faut qu'elles soient. Donc, je veux dire, la santé, voir les gens qu'on aime, travailler, on travaille beaucoup. Moi, j'adore travailler, mais je prends de plus en plus conscience qu'il faut aussi garder du temps pour soi, pour faire du sport, pour le loisir. Ça paraît bête ce que je dis, mais Non, la c'est vie, elle est fondamental. courte, elle Ouais. passe super vite, quoi. Donc, Ouais. et il faut arriver à satisfaire tout ça en même temps. Donc, il faut le faire en étant relax, quoi. Non, je suis complètement d'accord. Couleur de l'OM. Alors, non, mais c'est pour toi. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Et qu'est-ce qu'il est beau, ce bleu. Et comment dirais-je? Bon, bah voilà, moi j'ai personnellement passé un super moment avec toi, Ça Karim. passe vite, hein. On a fait, on a fait du temps. Et comment dirais-je, mille merci. Tu sais, moi, c'est plein de surprises ce podcast. J'invite que des gens que j'apprécie et je sais que je vais passer un bon moment et je passe toujours un meilleur moment que ce que je pensais. Je peux te poser une question? Ah non, mais Karim, à un moment joue le donné- jeu pour la fin de l'émission. Tu casses la distance. Attends, joue le jeu pour la fin de l'émission. Allez, vas-y. Cette idée, elle t'est venue comment et pourquoi? On dit la vraie histoire? Allez, on dit la vraie histoire. Je suis chez moi, j'ai une personne qui me contacte et qui me dit tiens, il y a une grosse radio, on va pas citer le nom, qui voudrait te donner une carte blanche. Pour une fois, comme ça. Et je dis c'est sympa. Moi, j'ai toujours aimé la radio. À l'époque d'Alliance Ethnique, j'ai fait des émissions sur Fun Radio, j'ai toujours aimé l'émission avec Max. Et je lui dis mais j'aime pas le côté one shot. Tu peux pas installer quelque chose, même si c'est une fois tous les 2 mois, mais installer quelque chose. Ah, il me dit ouais, c'est vrai, ça peut être bien. Bref, je la fais courte. Il revient vers moi en me disant l'idée est superbe, ils comprennent rien, j'ai affaire à des nazes, aucune perspective, ils comprennent rien. Je fais bon, ça fait rien, on reste en contact avec cette personne et je viens à Paris où on m'invite dans un podcast, dans 2 podcasts, dont un que tu as vu. Et là, cette personne me dit non mais attends, c'est pas de la radio qu'il faut que tu fasses, c'est un podcast. Et je lui dis j'aime aussi les podcasts. Par contre, moi j'ai aucune prétention journalistique ou quoi que ce soit. Je sais pas faire faux. Je ne peux parler qu'à des gens à qui j'ai envie de parler. Et ça sera une conversation. Ça sera pas voilà. Et il me dit ouais mais il faut que tu le fasses. Il y a un truc à faire. Bah écoute, on a bossé sur ce concept. Ça fait 1 an. Et là, on a eu des gens extraordinaires. Sur cette saison, on a des gens extraordinaires et dont tu fais partie. Et voilà la naissance de ce projet en fait. Et je suis ravi parce que il n'y a pas de meilleur moyen que de revenir devant qu'en discutant avec les gens. Une chanson, tu as 3 minutes. Là, on peut parler. Regarde, tu as même le droit. Tu es le seul qui m'a dit je veux te poser une question. Non, mais je t'ai pas dit que je vais te poser une question. J'ai dit est-ce que je peux te poser 2 ou 3 questions? C'était la première. Ça, c'est La le côté deuxième. Kabyle. La Tu lui deuxième. donnes la main et prends le bras. La deuxième, tu vas revenir un peu sur le plan artistique? Tu es tranquille là. Ok. C'est son podcast là. Merci, bienvenue sur le podcast de Karim Derivi. On reçoit Kamel d'Alliance Ethnique aujourd'hui. Non mais sérieux, non, parce que si on se pose la question, les gens se posent la Non, question. tu poses ce que tu veux, Karim. Est-ce que tu as à un moment donné des velléités, une envie, une excitation à te dire je veux revenir sur la scène, je veux Alors, refaire de la musique, Alors, c'est Est-ce 2 que choses. Ça te donne envie ou pas? Tu as dit 2 choses importantes. Faire de la musique. J'en fais tout le temps, je compose tout le temps. Ça a une valeur thérapeutique chez moi. Même quand j'ai besoin de réfléchir, je compose. Après, j'aime être dans l'échange, travailler avec des artistes que j'apprécie, et j'aime satisfaire l'artiste. Parce que j'ai été dans cette truc, un artiste qui me dit « Oh là là, c'est trop ce que je voulais. » Super, mission accomplie.
ça n'a aucune notion financière, hein, c'est pas, je fais pas ça, mais voilà, ça c'est la première partie de la question. La seconde, sur la scène, je pense que, je l'ai aussi dit, mais je vais le répéter, en anglais, il y a une expression qui dit « il y a un temps et un endroit pour chaque chose ». D'accord ? Je pense avoir réussi ce temps et cet endroit à l'âge que j'avais, et c'est pour ça que dans l'inconscient collectif, quand tu dis alliance ethnique, il y a une connotation positive. On a donné beaucoup de positif aux gens. Et je pense que l'envie, c'est pas suffisant pour revenir et te dire, parce qu'il y a une partie égoïste à te dire, j'ai envie de retourner sur scène, je retourne. Ouais, mais non, parce que c'est un échange, il y a les gens en face de toi. Est-ce que tu vas être à la hauteur ? Et le pire pour moi, et ça ne concerne que moi, quand tu as fait une œuvre que la majorité apprécie et que tu sais où tu as donné 100%, tu n'as pas envie de l'abîmer, l'œuvre. Si tu fais pas d'une immense humilité quand tu dis ça. Hein. Mais c'est la réalité. Non, mais je veux dire, tu arrives à repositionner les choses à l'endroit là où elles sont quand tu dis ça. Parce que quelque part, tu t'extrais un peu de la question que je te pose en disant, je suis pas seul, il y a un public, est-ce que je suis attendu ? Est-ce que je vais être à la hauteur ? Il y a plein de gens qui ne se posent pas ces questions. Parce que je n'existe pas sans le public. Ouais, s'ils ne sont pas là. Oui, mais tu ne te regardes pas le nombril, c'est ça que je veux dire. Non, je ne peux pas. Parce que. Alors, la scène, tu jubiles sur. Oui, j'ai envie de retourner sur scène. Mais quand je fais 2-3 pas de recul et que je suis objectif sur la question, je me dis quoi ? C'est sérieux là ? Ouais. C'est comme si on a tous envie de voir Zizou sur le terrain. Ouais. Demande-lui de revenir sur un terrain. Ouais, c'est clair. Tu as une œuvre que tu n'as pas envie de... Non, c'est clair. Et si j'y retourne, il y aura du monde. Mais je me fais juste plaisir à moi. Dernière question que je pose à Camille dans mon podcast. C'est une première. Non, la dernière question sérieuse que j'ai envie de te poser, c'est sur le plan artistique et musical aujourd'hui, quels sont les noms, et notamment dans la jeune génération, que tu trouves inspirants, que tu trouves talentueux, à la fois en musique urbaine, on va dire, un peu rap, et en musique un peu plus variété. Alors, je vais te donner une réponse globale sur ça. Pour te donner des noms, j'ai pas de nom, mais ce que je peux te dire, c'est que je trouve la jeune génération débordante d'innovation et de talent. Alors, certes, on pourrait jouer les vieux cons en se disant « Ouais, mais eux, ils ont des outils qu'on n'a pas. » Non. Ils ont des outils qu'ils utilisent à bon escient. Et je trouve qu'ils font... tu sais, il n'y a rien de mieux quand tu fais de la musique, quand tu fais de l'art, de mettre... de réaliser ce que tu penses. Là, aujourd'hui, c'est avec... Avant, on était dans l'analogique, donc on avait des instruments, des trucs... On mettait du temps. Là, en 2 secondes, je suis un chanteur, j'ai 17 ans, je suis un rappeur, je suis dans ma chambre, je fais une musique, j'aime, j'écris, j'ai un micro. Je m'enregistre, j'ai un téléphone, je me filme, je mets sur les réseaux. Ça devient viral, je deviens une star. Ouais. Et il n'y a pas de maison de disques. Un truc de fou. Il n'y a pas de développement d'artistes. Ouais. Il n'y a pas de budget. Il n'y a rien. Après, il peut ne pas durer. Peu importe. Ça peut être, le mérite dans ce cas-là, après ça, c'est un autre métier. Le mérite dans ce cas-là, c'est pas de durer, mais c'est au moins d'exister. Ça veut dire que tu es dans ta chambre, tu es parti de rien. Ce que tu as fait, qui est le propre de la musique, du musicien, c'est qu'on écoute ton œuvre. En 2 secondes, c'est devenu viral. Et il y a des gens de l'autre côté du monde qui ne comprennent pas ce que tu dis, qui écoutent ce que tu dis. Donc moi, je trouve que la jeune génération, sur ça, c'est un exemple. Et tu n'as pas de nom. Pourquoi tu n'as pas de nom ? Parce que tu ne veux pas en faire sortir un plutôt qu'un autre ? C'est quoi ? Parce que normalement, tu pourrais me dire, putain, j'aime bien ce qu'il fait, son talent, tu vois, je veux dire. Mais parce qu'il y en a plein. Mais donne-moi-en 2. Et en disant et en précisant, mais les autres sont bons aussi. Alors regarde, j'ai envie de savoir, Kamel, ce qu'il aime, ce qu'il écoute. J'ai envie de savoir, je suis curieux. Non, alors c'est pas ce qu'il aime, ce qu'il écoute. Je vais te dire 2 choses. La paix des ménages. 1, je trouve que ce qu'a fait Jul est exceptionnel. Jul, c'est un phénomène. Il est arrivé de nulle part. Ouais, c'est un phénomène. C'est phénoménal. Grand respect. On est au-delà de j'aime pas. Là, il est arrivé à un niveau, tu sais quoi ? Respect. Ouais, moi, je suis d'accord avec toi. Tu vois ? Et alors, le mec, en plus, il en produit. Il en a... Mais il est dans le partage. Tu sais, c'est un milieu où quand tu es en haut, on veut tout garder pour soi. Les gens sont pas de...
Et lui, t'as vu tout ce qu'il a ramené? Un truc Tous de les fou. gens qu'il a ramenés. Les Et projets des qu'il a anciens, portés. et des gens que tu connais bien pas, sûr, et bien ceci. sûr. Je le connais pas, je l'ai jamais rencontré, mais je prends l'occasion pour... J'ai un grand respect pour cet artiste-là, Jul. Et à Paris, c'est la capitale. Il y en a plein. Non, mais il y en a. Moi, quand j'entends des gens comme Nino, Il est fort. Très fort. quand j'entends des gens comme Soul King, Très fort aussi. tu vois, Autre style. Ouais, moi, je me régale, moi. Alors moi, tu sais, je suis d'une autre génération. J'ai pas grandi avec le rap français. Moi, je suis de la première vague, donc ça veut dire qu'en fait, moi, j'ai grandi avec le rap américain. Donc, mon inconscient, mon oreille a été sevrée par l'anglais. Donc, j'ai du mal. Moi, je suis un amoureux de la musique française. Je suis un fan de Georges Brassens. Tu vois, je suis un fan de Georges Brassens. J'aime les vieilles musiques, j'aime les vieux films. Je suis fan de Louis de Funès. Oui, tu peux rire, mais j'aime bien. Non, mais tu vois, c'est bête, hein. Mais Non, c'est pas bête. Non, je pense que ça colle aussi à ta personnalité, à ton inspiration. Non, mais c'est pas bête du tout, au contraire. c'est ça. Mais je suis admiratif de cette jeune génération. C'est-à-dire que moi, des fois, je me dis, mais c'est fou, quoi. Ouais, potentiel extraordinaire. Et tu sais, mais je sais pas si tu sais, mais aujourd'hui, les données sont inversées. Ils n'ont plus besoin de maisons de disques. Ils se produisent, ils font leurs clips, ils font leurs promos, ils font leurs tournées, ils font leurs concerts. Oh, c'est les maisons de disques. On peut vous distribuer, s'il vous plaît. Ouais, c'est vrai. Ouais, C'est fini. Ouais, c'est vrai. Tu vois? Le business a complètement changé. Et ça c'est avec l'arrivée d'Internet, tout a muté. Et je trouve qu'ils ont une capacité d'adaptation aux nouvelles technologies, parce qu'il y a toujours des nouveaux trucs qui sortent. Ils s'adaptent très vite. Donc, moi, je suis admiratif de cette génération. Oui, alors, moi, voilà, c'était un super numéro. Je pense que là, on est au summum. Hein. Merci. Je vais te laisser le mot de la fin. C'est à l'invité, on laisse le mot de la fin. Non, mais après, je pense qu'il faut faire de la simplicité. Moi, j'étais très heureux d'être là parce qu'encore une fois, je marche beaucoup au feeling. Et même si avec Amel, on ne se connaissait pas, quand on s'est vu, c'est marrant parce que ça arrive rarement, mais ça arrive dans la vie et c'est heureux. On a l'impression presque de s'être toujours connu. C'est vrai. Donc, mais je pense qu'il n'y a pas de hasard. Donc, pour ça, je suis très heureux d'être là, d'avoir fait ce podcast avec toi. Et longue vie au podcast de Kamel, longue vie à tout ce que tu vas entreprendre. Tu le Très mérites. gentil. Merci. Tu le mérites. Ça me touche vraiment. Merci Karim, merci à vous et on se retrouve pour un prochain numéro. Ciao, ciao. Respect. 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 Respect.